parlons d'enseigner des langues étrangères, d'ouvrir la palette linguistique des élèves, arrive la question de la traduction. La traduction est un piège. Un piège car il n'y a pas dans deux langues deux mots, même s'ils ont la même racine grecque, latine ou autre, qui ont le même sens. Le bœuf français n'est pas le beef anglais. Deuxièmement, deuxième piège, la syntaxe. Pour ne prendre qu'un exemple, la voix et l'ergativité. Deux types de langue et de grammaire et de syntaxe. Nous en reparlerons tout à l'heure. Mais la voix, active ou passive, et l'ergativité, donnent une culture, une façon de regarder le monde qui est différente selon le choix fait par cette syntaxe. Une langue ergative ne regarde pas le monde de la même façon qu'une langue agentive ou d'une langue passive. Quand on a fait cette première remarque, on peut passer à la deuxième. On doit se débarrasser du concept de langue maternelle. Il n'y a pas de langue maternelle, il n'y a que des langues premières. Dans une famille européenne, aujourd'hui, un nombre très important de familles ont la langue de la mère, la langue du père, la langue du milieu environnant proche et la langue de la société autour d'eux. Ça en fait 4. Il n'y a aucune raison que la langue de la mère soit la langue du père. Cela arrive fréquemment, oui, mais pas nécessairement. Et il y a encore moins aucune raison que la langue de la mère et du père, si elle est la même ou si elles ne sont pas les mêmes, soit la langue nationale. Ce qui veut dire qu'il est très courant ainsi d'avoir des enfants qui sont nés dans une langue ou dans deux langues étrangères par rapport à la langue nationale. Si on prend cette hiérarchie de 4 niveaux linguistiques, comment l'enfant réagit-il à cette situation-là? Comment la famille réagit et gère cette situation-là? Comment la société gère cette situation-là? Et là, on entre dans le domaine scolaire avec la société. Mais d'abord, essayons de définir la palette des langues qu'on trouve en Europe. Dans un premier temps, on trouve les langues sémitiques à racines consonantiques. Hébreu et arabe sont les plus connues et les plus courantes, mais elles ne sont pas les seules. Le kabyle, par exemple, est une langue de ce genre. Ces langues sémitiques à racines consonantiques fonctionnent sur une logique qui est leur et propre. Le deuxième groupe de langues qu'on trouve sont les langues sino-tibétaines ou tibéto-birmanes, qui sont des langues isolantes et qui nous viennent d'Asie. Que ce soit le chinois dans les Chinatowns, que ce soit le vietnamien que nous avons largement en France, que ce soit le cambodgien, le thaï, le tibétain éventuellement, et quelques autres langues de cette vaste famille, comme le coréen et le japonais. La troisième grande famille sont les langues agglutinantes. Les langues agglutinantes sont des langues dites turquiques. Les langues turquiques sont bien sûr le turc, si j'ose dire, mais
également toutes les langues agglutinantes d'Asie centrale, de l'Azerbaïdjan à la Mongolie, plus les langues de l'Oural, plus une moitié au moins des langues sibériennes. On retrouve ces langues agglutinantes turquiques dans le nord de la Russie, le finlandais, le sami, et bien sûr l'estonien, qu'on oublie souvent, et le hongrois, qui est un cas un peu particulier. Mais on trouve aussi dans le Caucase des langues agglutinantes, comme le géorgien. Quand on met toutes ces langues ensemble, sans oublier bien sûr le turc et le basque en Europe, on a là un nombre impressionnant de langues et une proportion impressionnante de gens qui les parlent. Attention, c'est pas parce qu'on est turc qu'on parle turc. Une bonne proportion de la population de la Turquie parle kurde, et le kurde est une langue indo-européenne, et pas agglutinante. Le quatrième groupe de langues que l'on a en Europe sont bien sûr les langues indo-aryennes, mais auxquelles on doit rattacher les langues indo-aryennes, j'ai fait une erreur, les langues indo-européennes, auxquelles on doit rattacher bien sûr les langues indo-aryennes qui nous viennent du sous-continent indien. Et là, ces langues indo-aryennes et indo-européennes, indo-aryennes en particulier, sont largement présentes dans nos villes et dans nos campagnes, dans nos pays. La dernière groupe de langues sont les langues africaines à classe, qui sont la forme ultime de l'évolution du langage humain d'Homo sapiens, qui est né, Homo sapiens, il y a 300 000 ans en Afrique noire, et qui a commencé par les mutations qu'il a subies pour devenir Homo sapiens à partir d'un état antérieur, a commencé à inventer le langage, et le langage dans sa phylogénie linguistique arrive en dernière étape d'évolution aux langues à classe africaines, en Afrique noire. Quand vous avez cette palette sur la table et que vous regardez les classes de collège ou de lycée, voire de primaire bien sûr, voire de maternelle, vous avez alors une situation de multilinguisme premier dans nos classes. Que faire ? Et on pourrait poser de nombreuses autres questions, on pourrait regarder aussi la chose de façon à laquelle j'ai fait allusion tout à l'heure, des langues ergatives et des langues agentives. Imaginez que dans les langues agentives, le français, l'anglais, l'allemand, l'essentiel du monde que l'on saisit avec cette langue est vu comme étant le résultat de actions d'un agent qui est sujet de ces actions. Imaginez un monde ergatif où cette fois ce n'est plus l'agent qui est sujet et qui soutient le verbe, mais c'est l'objet qui subit l'action qui est le soutien, le support du verbe lui-même, l'agent étant alors marqué comme agent et devenant un cas oblique. Imaginez donc la vision du monde à partir du point de vue de ceux qui subissent les actions et d'un autre côté, la vision du monde à partir de l'agent qui fait les actions. Deux cultures, psychocultures, complètement différentes et opposées. Si on parle d'éducation maintenant, vous avez deux politiques possibles. Le monolinguisme, qui est la solution la plus facile, entre guillemets, facile bien sûr. Le monolinguisme, c'est la langue nationale, officielle, qui est imposée comme la seule langue possible du milieu scolaire. Les autres sont interdites, voire punies.
la punition pour les élèves qui employaient des dialectes picards à Valenciennes, le rouchi en l'occurrence, dans les cours de récréation, y compris dans les cours de récréation, ont existé jusqu'aux années 70. Il n'y a donc pas si longtemps. Et je ne suis pas sûr qu'il n'y ait pas encore des remarques désobligeantes à l'égard des élèves qui auraient l'intention d'employer du rouchi dans la cour de récréation d'un lycée de Valenciennes. Or, le rouchi est employé couramment dans la communauté valenciennoise. L'autre solution, c'est le multilinguisme, avec deux possibilités. Un vrai multilinguisme où toutes les langues sont égales, toutes les langues sont pratiquées de façon quotidienne dans toutes les classes par tous les élèves. D'où l'obligation pour tous les élèves d'apprendre à naviguer dans, disons, pour une classe, 4, 5, 6 langues différentes. Il y a bien sûr la solution un peu plus facile d'avoir une langue dominante, la langue nationale généralement, ce qui fait que les langues autres sont bien employées, mais dans ce cas systématiquement on va traduire. Et la traduction est un piège. Si c'est ce que j'appelle le monolinguisme aménagé. Quand on a ainsi ce système scolaire, on s'aperçoit alors que dans la plupart des cas, ce système scolaire est vu comme étant homogénéisant, comme étant aliénant et comme étant déculturant. Est-ce que cette déculturation laisse la place à une acculturation? Est-ce qu'on a le droit de déculturer quelqu'un pour l'acculturer dans une autre culture que la sienne? Est-ce que les Canadiens ont le droit, ou avaient raison, de le faire pour les Indiens du Canada? Est-ce que les Américains avaient le droit de le faire pour les Indiens d'Amérique? Est-ce que les Australiens avaient le droit de le faire pour les aborigènes? Mais c'est ce qu'ils ont fait, avec des morts, beaucoup de morts. Et pas simplement physiologiques, mais des morts psychiques, des morts culturelles, qui se perpétuent plusieurs générations après. Quand on a dit cela, on veut créer un univers multilingue et la seule solution reste la réalité virtuelle et l'intelligence artificielle. Un étudiant ou les étudiants sur un thème choisi collectivement par les élèves, vont être projetés dans un univers de réalité virtuelle qui sera par définition multilingue, 3, 4 ou 5 langues. Et les élèves seront projetés dans cet univers de réalité virtuelle avec, par exemple, bien sûr, un avatar qui pourra être un avatar hologrammique. Ce qui veut dire que la réalité virtuelle pourra être une véritable réalité. Projeter les élèves dans une scène de rue à New York. Débrouillez-vous les enfants. Plusieurs langues sont employées. La découverte culturelle et linguistique est énorme. Le défi linguistique et culturel est énorme. Mais cela, c'est gérable, grâce à l'intelligence artificielle. Si en plus, chaque élève a une initiative en intelligence artificielle, à l'intérieur même du thème, du sujet, du voyage de réalité virtuelle, il pourra poser ses questions, suggérer ce qu'il veut, obtenir des réponses et réaliser ses propres désirs. On a là une motivation infiniment plus forte que tout ce que l'on peut imaginer pour enseigner le multiculturalisme et le multilinguisme, pour apprendre des langues étrangères. Et c'est ça qui est important. Il n'y a pas de motivation si ce ne sont pas les désirs des élèves
qui sont pris en compte pour déterminer ce qui va être étudié. On en arrive alors à poser la question de savoir est-ce que l'école a véritablement rempli sa mission? Est-ce que l'école a véritablement étudié de façon plus que simplement allusive, mais réaliste, des choses comme l'esclavage, slavery, sclavery, le féodalisme avec les serfs et les vilains, feudalism, feudalismus, la laïcité et le sécularisme. Sécularisme n'est pas la laïcité, différence, le sait-on. Feudalism, sécularismus, laïcismus et laïcité. Et la question sublime et suprême, est-ce qu'on a véritablement enseigné ce qu'est la vérité, truth, Wahrheit? Est-ce qu'il y a une seule vérité ou est-ce qu'il y a un multiisme de vérité? La vérité mathématique, la vérité physique, la vérité historique, la vérité géographique, la vérité culturelle, la vérité littéraire, la vérité poétique. Est-ce qu'on a enseigné cela? Qu'il n'y a pas qu'une seule vérité? Qu'il y a une multiplicité de vérités? Ce qui nous amène à dire, ce sera la conclusion de ce raisonnement, c'est que les élèves qui, à l'heure actuelle, sont de langue et de culture minorée ou minoritaires, et qui n'ont pas, dans le milieu scolaire, la reconnaissance de cette langue première qui est la leur, de cette culture première qui est la leur, vont vivre un manque et une frustration. Le manque, c'est bien sûr le manque de développement de leur langue première et de leur culture première, au développement auquel ils ont droit. Et deuxièmement, la frustration de voir ce qui pour eux est identitaire rejeté, minoré, quand c'est pas pire que cela. Cela entraîne chez les étudiants le développement d'un syndrome de stress post-traumatique de déculturation. Et ce syndrome de stress post-traumatique de déculturation doit être pris en compte dès le départ pour pouvoir l'éviter. Il faut donc absolument rejeter la déculturation. Cela implique alors, conclusion générale, qu'une personne lettrée n'est pas une personne qui sait lire et écrire dans une langue. C'est une personne qui sait lire et écrire dans au moins 3 langues. Sa langue première, la langue nationale éventuellement extérieure, et si sa langue première est la langue nationale extérieure, 2 langues étrangères, sinon une seule langue étrangère, voire 2, ça c'est du choix. 3 langues minimum. Et être capable de vivre dans un milieu multilingue et de naviguer dans ce milieu multilingue. Ça, c'est le lettrisme de demain et même qui devrait être celui d'aujourd'hui. Ce qui entraîne par exemple que pourquoi donc enseigne-t-on en France la littérature française alors que la population française est majoritaire en France, oui certes, mais très loin d'être la seule. On devrait enseigner la littérature comparée. Et les littératures non françaises intervenant dans cette littérature comparée dans une classe devraient être déterminées par la présence dans cette classe d'élèves et d'étudiants qui effectivement sont issus de langues et de cultures non françaises. S'il y a des Turcs dans la classe, on travaillera la culture turque. S'il y a des Kurdes dans la classe, on travaillera la culture
Kurdes. S'il y a des Chinois dans la classe, on travaillera la culture chinoise, etc. On en est très très loin. La culture comparée, la littérature comparée n'est pas à l'ordre du jour en France, et je pense qu'elle ne l'est pas non plus à l'ordre du jour dans de nombreuses autres civilisations européennes. Conclusion en un mot, nous devons inventer le concept de multiisme ou de pluriisme. Et c'est ça la solution pour demain. Bonne journée, au revoir.